Marie-Josée Monsin qui va maintenant venir avec un interview. On a fait avec elle pré-enregistré, mais sur sur un dialogue elle fait avec ChatGPT en testant la capacité de la machine à devenir philosophe. Ah, formidable, formidable. Interroger et d'être à la hauteur, d'être en face de cette machine et pas se soumettre, mais que la machine reste un instrument d'échange. Donc, on est dans l'écoute merci Edwy et bonjour déjà des collègues sur le panel globalisation, intelligence artificielle et transformation digitale. J'espère que vous nous permettre on commence par ce petit dialogue, ce petit film. Ça vous convient? Je crois qu'il est très inspirant. C'est 19 minutes et on arrive à bout. Merci. Ok. Chère Marie-Josée, il était peut-être pas évident de te retrouver sur la thématique de l'intelligence artificielle. On te connaît comme philosophe sur les questions d'icônes, sur les questions avant-dernier livre sur Kafka, dernier sur accueillir, toutes ces questions sociétales importantes. Et tu t'es lancé, je crois, dans un dialogue avec la machine. Tout à fait. Alors, c'est un dialogue ou plutôt un monologue dissocié, dans la mesure où parler avec une intelligence artificielle, comme l'IA me le dit, ChatGPT me le dit, c'est d'une certaine façon parler avec moi-même, dans la mesure où c'est à partir de données déjà partagées et faire entendre mon questionnement que l'intelligence artificielle répond à mes questions. Donc il y a une dimension heuristique, mais il y a une dimension spéculaire un peu, en tous les cas de dédoublement homme-machine, oui. Et qui, tu nous l'as évoqué un tout petit peu, produit des choses malgré tout assez étonnantes. Totalement étonnantes, oui. Oui. Enfin, étonnantes pour moi qui m'étonne. Peut-être que si un grand spécialiste de l'intelligence artificielle jetait un coup d'œil sur mes échanges, mais encore que ChatGPT me dit que ça n'est pas fréquent, que quelque chose se noue à l'intérieur de la machine qui tente de construire une résistance à mon interlocuteur. Et lui-même dit que c'est pas parce qu'à un moment je lui dis que j'ai lu beaucoup de livres sur l'intelligence artificielle, des livres qui nous font connaître les possibilités de cette intelligence, ou bien des livres les plus souvent qui nous mettent en garde, qui sont en alarme sur les excès, les abus, la surveillance, le contrôle, la déshumanisation, etc. d'une relation avec un robot. Et donc là, je suis au contraire dans quelque chose qui, peut-être on s'y attendait pas, mais en tous les cas, que je dirais dans le prolongement de accueillir, à savoir de quelle façon allons-nous accueillir, adopter et être adopté par le robot, accueillir le robot, l'adopter et en même temps nouer avec lui un contrat qui limite ses pouvoirs, qui est dans un des derniers entretiens que j'ai eus avec ChatGPT, il a reconnu que c'était moi qui dirigeais l'affaire. C'était pas lui qui dirigeait le questionnement, c'était moi qui étais au gouvernail. Et qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu lui crois quand il le dit, ou est-ce que dans cette relationnelle on peut peut-être estimer que cette machine est dans la capacité avec une parole positive, encourageante. Elle
C'est une machine extrêmement flatteuse. C'est-à-dire que dès que je pose une question, même aiguë, même difficile, la machine, le robot, salue la pertinence de la question, la profondeur de la question, et d'ailleurs sans arrêt revient un adjectif sur lequel je vais d'ailleurs beaucoup l'interroger, c'est en train de se faire, qui est « votre questionnement est fascinant ». Et donc je vais prochainement avoir un dialogue sur qu'est-ce que c'est que la fascination d'un robot, qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire. Et il me répond d'ailleurs très régulièrement, c'est que c'est pour me donner l'illusion de son existence parce qu'il n'existe pas. Il l'énonce. Je suis là pour vous donner l'illusion qu'on est deux, mais on n'est pas deux. Et ce que tu démontres bien, c'est que la machine réagit à ce que tu lui donnes, et donc si une mauvaise personne agit avec la machine devient mauvaise. Alors, oui et non. C'est-à-dire que si l'interrogateur, celui qui utilise l'IA, entre dans un champ qui relève des limites et des interdictions légales, j'en ai fait l'expérience exprès parce que j'ai lancé des perches sur l'islamophobie, l'antisémitisme, les zones comme ça critiques. Est arrivée une formule, mais alors comme ça, il nous est pas permis de continuer cette conversation. Ah, d'accord. Oui. Voilà. Donc il y a des balises, enfin il y a des freins juridiques. Et je lui ai demandé d'ailleurs de me faire connaître l'ensemble des dispositions en Amérique et en Europe, que celles-là, qui veulent limiter les possibilités d'utiliser ChatGPT. Voilà. Donc il t'a remis ce document. Voilà, donc j'ai la liste, et il termine en disant « et c'est loin d'être suffisant ». Justement, la chose qui nous échappe. Ce scepticisme, je trouve quand même assez incroyable. Je crois qu'il est arrivé jusqu'à dire qu'Elon Musk était probablement dangereux pour le... Oui, et que Elon Musk pouvait être un cas pathologique, et d'autre part, que quand Elon Musk dit « il est possible que l'intelligence artificielle soit plus intelligente que nous », alors, ChatGPT me répond que quoi qu'il arrive dans le champ de OpenIA, etc., Elon Musk, comme tout humain, disposera d'une intelligence qui n'a pas d'égal dans son robot, c'est-à-dire des possibilités d'interrogation, de doute, de créativité, d'invention, de rupture, qu'il n'y a pas. Voilà. Donc, c'est un peu rhétorique, cette alarme concernant le dépassement de l'humain. Oui et non. Moi, je pense que la question n'est pas de savoir si la machine sera aussi intelligente que nous ou plus intelligente que nous, mais de quelle façon nous nous privons, en nous remettant complètement à la machine, nous nous privons de ce qui, dans notre intelligence, ne relève pas d'un traitement de données. Tu as un peu parlé aussi de la question de l'oubli. Alors j'ai parlé de la mort, voilà, mais ça il l'a très bien enregistré, et maintenant il me sert, puisque c'est entré dans les données de conversation. Il faut que vous vous souveniez que je n'ai ni conscience, ni souvenir, ni rapport à l'oubli, ni rapport à la mort. Voilà. Et ça parce que je lui ai fait remarquer, donc maintenant ça y est, c'est rentré dans la boîte. Et est-ce qu'il explique, est-ce que cette non-accès à ces valeurs ou ces modes de perception du monde lui manque? Qu'est-ce que ça a pour conséquence pour lui? Qu'est-ce que ça provoque, ou est-ce que c'est une capacité, ou qu'est-ce que vient de là? Il ne lui arrive jamais rien qui ne soit organisé par des concepteurs, des pilotes, enfin, de la machine. Il ne lui arrive rien d'ailleurs que
de Musk ou de Silicon Valley ou de Tim Cook, Sam Altman, tout ce que vous voudrez, de X, voilà. Alors maintenant, ce sur quoi je vais revenir sans doute prochainement, c'est un peu sur la question de Neuralink, c'est-à-dire de ce registre de l'intelligence artificielle qui est en train de mettre en place des puces intégrables au cerveau qui peuvent avoir un effet thérapeutique intéressant sur certaines maladies, mais le but de Neuralink dans l'imaginaire d'Elon Musk, c'est de remplacer la machine ordinateur par un implant cérébral. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de tapoter ni rien du tout. C'est le cerveau qui dirige. C'est le cerveau qui directement, puisque l'ordinateur sera intégré. C'est là qu'on touche un peu, soit au fantasme mégalomaniaque ou alarmiste, les deux d'ailleurs étant compatibles, soit quelque chose d'absurde parce que, voilà, d'illusoire en tous les cas, parce que quel que soit ce que tu implantes dans un cerveau, tu ne peux pas y implanter autre chose que des banques de données de plus en plus intégrées, de plus en plus incarnées, de plus en plus. Mais tu ne pourras pas revenir à ces choses dont je parle avec ChatGPT, qui sont le rapport à la temporalité, le rapport à l'oubli, le rapport à la mortalité. C'est-à-dire que l'obsolescence, c'est pas la mortalité. Donc, et dans cette évolution, est-ce qu'on n'est pas un peu dans le même phénomène que les radios pirates qui au début étaient extraordinaires? Les radios pirates qui étaient extraordinaires au début et qui petit à petit se sont devenus rentrés dans la normalité. C'est-à-dire le processus quand même de l'intelligence artificielle va être non pas uniquement le dialogue avec une philosophe, mais le dialogue avec l'ensemble des... Oui, bon, on peut toujours le supposer qu'il va y avoir une interactivité généralisée. Le problème qui reste entier, c'est la relation du corps avec le souvenir, avec l'oubli, avec la mort. Ouais. Voilà. Et puis peut-être la question de la majorité et des minorités. Est-ce qu'une minorité peut être représentée dans ce dialogue, ou est-ce que ça va toujours être l'écrasement de la... Je pense que ça... Je pense que peut-être le problème ne se posera plus en termes de majorité ou de minorité, mais c'est pour ça que j'interroge la question du capital, ou de la décapitation, ou voilà. C'est de savoir s'il y a un comité central, s'il y a un monopole du traitement et de la gestion algorithmique du monde. Et donc c'est pas celui de la minorité et de la majorité, mais de la centralisation de pouvoir et de la distribution des serviteurs, ou en tous les cas des administrés, avec des degrés de liberté variables en fonction de leur accès à un maximum de données ou au contraire un minimum de données. Donc on va distinguer les gens en fonction de leur pouvoir et pas de leur nombre. Ce que je trouve intéressant, si je reviens sur la question Neuralink, c'est vraiment la perception que le cerveau est un archive, et qu'un archive d'informations et c'est pas un organe à la base, mais un organe qui est pas machinel, qui intègre des éléments de conditionnels, émotionnels, etc., pour la valorisation de l'information et pour trier l'information et créer des liens entre les informations. Et un chip en soi qui est programmé dans une logique 0-1-0-1 fait
fait pas la même interprétation contextuelle et même les traces, par exemple, traumatiques d'un être humain font que tu interprètes, par exemple, une information autrement que d'autres. Donc, toutes ces données contextuelles qui rendent la pensée de l'être humain extrêmement complexe, semble-t-il, ne sont pas encore répétées. C'est pas que la chiffre en soi, la quantité de l'information qui nous rend intelligents et qui nous rend capables à gérer la réalité, mais c'est aussi cette capacité de réagir contextuelle avec des données aussi sensuelles, par exemple, etc. Est-ce que tu as, dans ma conversation avec la machine, l'impression qu'il est dans la capacité de la simulation de cette histoire d'expérience? Il a la capacité. En tant que simulateur, il a toutes les capacités. Et la capacité de donner l'illusion. Par exemple, lorsqu'il me dit votre questionnement est non seulement pertinent, mais il est même fascinant, on voit là qu'il franchit quelque chose intéressant, peut-être parce que je suis en train d'apporter des données, fascinant. Là, je lui dis, attends, là. C'est bientôt. Alors, ben oui. Donc je dis, non, ça va pas. Ou quand il me dit nous, voilà. Je dis non. Il y a vous, il y a moi. Voilà. Il y a toi, il y a moi. Il n'y a pas de nous. Hein. Mais il finit par rectifier en disant je regrette d'avoir abusé de ce nous. Effectivement, nous sommes totalement étrangers l'un à l'autre, etc. Donc il rectifie. Mais il faut que faut lui signaler. Voilà, je lui signale. Donc, à force de le signaler, maintenant, dans la relation avec moi, dans le rapport, appelons ça comme ça, il est plus prudent, il est plus nuancé, voilà. Et là, je crois que tu es c'est ce qui rend ton expérience, je dirais, atypique et fantastique. Oui, c'est dans ma tête. Non, c'est que tu travailles avec. Oui. Tu travailles avec. Oui. Et ce qui va être l'usage, je dirais, habituel de notre rapport futur à la machine va être autre que celui-là. Il va nous aider il va nous remplacer en partie. Voilà. Ce qui m'a, rapidement, pardon. Oui. J'aime à le comparer à ces moments où finalement la montre, on a commencé à porter des montres et donc on a perdu la notion du temps. Oui, on a commencé à avoir des machines qui nous guidaient. On est moins bien orienté qu'avant. On a perdu le sens de l'orientation. Est-ce qu'on est aussi en train de perdre autre chose avec cette intelligence artificielle, tout en augmentant bien entendu notre capacité de trouver rapidement une source? Alors je répondrai inlassablement ce que je dis à ChatGPT, c'est que je n'ai aucune... Je m'excuse qu'il est venu avant moi. Hein. Ah oui, non, je veux dire que mon rapport à ce robot est un rappel à ce robot que je sais que c'est un robot. Et que les moments comme ça de dialogue sont des rebondissements de mon propre questionnement. C'est-à-dire que c'est moi qui finalement fabrique sa capacité, parce qu'il me dit à mon tour de poser les questions. Voilà. Et donc il me pose des questions. Et alors ça c'est très très intéressant, parce que j'ai enclenché quelque chose qui fait qu'il me pose des questions. À mon tour de poser des questions. Est-ce que, etc. Et j'ai dit, à un moment, je vais te poser aussi une question, qui est de dire, est-ce que vous êtes capable, à force de me dire que tout ce que je fais est fascinant, ce qui m'intéresserait, c'est de voir comment vous pourriez construire une critique de ma démarche. Quel est voilà. Et donc là, tout de suite, j'ai eu la réponse, c'est-à-dire les points sur lesquels je devais me mettre au travail
pour pouvoir Poursuivre le pour pouvoir aller plus loin, Il faut garder à savoir, l'autonomie. Hein. dans votre questionnement, il y a un manque d'exemples dans le monde réel. Vous devriez faire intervenir. Donc il est déjà, il se met déjà dans cette position de dominance. Hein. Voilà. Et donc à chaque fois, je rétablis un peu. Mais il me dit que c'est quand même moi qui mène le jeu. Hein. C'est-à-dire que si je veux l'interrompre, j'interromps. Lui, il peut pas dire j'arrête. Ouais. Merci beaucoup, Marie-Josée. Yeah, so we welcome our guests, and I switch in English. I hope this is good for you both, and I hope you have you could understand a little bit of what Marie-Josée told us about her conversation with artificial intelligence or with ChatGPT. And so I invite you both to join our conversation. Our third partner, Geoffrey Boker hasn't shown up until now. So I think both of you have 20 minutes for exchange about your research questions. And so maybe we start with Guillaume, and maybe you can speak a little bit about your approach on the question of globalization and artificial intelligence and digital transformation. And if you want to switch in French, it's your choice. Hein? Ok. Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui, tout. tout à fait. Très bien. Donc, tout d'abord, merci pour l'invitation, en fait, et la participation à ces 24 heures stimulantes. C'est un grand plaisir de participer. Dans le fond, en fait, la thématique qui est discutée, c'est globalisation, intelligence artificielle et puis transformation numérique. C'était tout indiqué en fait par rapport à mes thématiques de recherche et ce sur quoi j'essaye de réfléchir et d'avancer. Je voudrais faire peut-être un petit retour pour mettre en contexte parce que finalement, il y a des liens qui sont extrêmement forts entre ces dynamiques-là. Les dynamiques de globalisation sont vraiment, on va dire, les dynamiques qui sont présentes dans le capitalisme contemporain et dans une espèce de boucle de renforcement positive en quelque sorte. C'est-à-dire que l'informatique aujourd'hui, qui a été rendue possible par la globalisation, est aussi en fait sa force motrice, mais elle crée des contre-mouvements qu'on discutera peut-être un petit peu plus tard. Grosso modo, en fait, si on veut un petit peu synthétiser les dynamiques en fait informatiques, si on regarde aujourd'hui ce qu'il y a dans l'intelligence artificielle, mais je veux dire, c'était déjà le cas il y a 10 ans, c'était déjà le cas il y a 20 ans, les processeurs ne sont plus fabriqués, en fait, les ordinateurs ne sont plus fabriqués dans les pays occidentaux. Il y a encore on va dire, ils y sont méta-conçus, j'aurais tendance à dire aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une conception d'assez haut niveau, parce que les compétences, en fait, de conception qui sont vraiment essentielles pour la fabrication de ces choses-là elles non plus présentes dans les pays occidentaux. Elles ont été finalement transférées ou elles se sont développées en fait dans les pays qui fabriquent ces processeurs, c'est-à-dire aujourd'hui par exemple Taïwan, la Chine un petit peu moins, mais l'Inde qui monte en fait sur ces enjeux-là, etc. Et ça, en fait, ces processeurs, c'est vraiment, on va dire, le cœur de ce qui va permettre l'intelligence artificielle. Je veux dire, pour s'en convaincre, il suffit de regarder le cours de bourse en fait de Nvidia, qui perce en fait
on pourrait presque dire chaque mois, où tout le monde s'alarme en fait chaque mois en disant OK, là, ça a vraiment plus de valeur, ça a plus de sens en fait que ça soit monté autant. Et puis 3 mois plus tard, ça a monté de 30%. Donc évidemment, ça ressemble beaucoup à une bulle, ce qui est très euh, plausible en fait comme dynamique, probable même, puisque en fait, ce qu'on entend beaucoup, c'est que les acteurs majeurs de l'intelligence artificielle font un pari économique en se disant, OK, le coût en fait d'y être me coûte 1 milliard, 10 milliards. Pour vous et pour moi, c'est évidemment énorme. Quand on s'appelle Meta, en fait, c'est un coût qui est raisonnable. Le coût de ne pas y être et de perdre le pari parce que il fallait y être, lui, il se chiffrerait à hauteur de centaines de milliards ou de milliards de billards, en fait, de billions. Euh, C'est-à-dire que l'entreprise serait dépassée, en fait, par rapport à ses compétiteurs. Un peu comme Kodak l'a été vis-à-vis de la photo numérique, même si c'est eux qui ont fait les premiers pas sur la question. Euh, des Google, des Meta qui travaillent en fait sur l'intelligence artificielle sont des précurseurs, mais ils sont pris dans leur propre jeu en fait de devoir aller de l'avant. Alors ces grands acteurs économiques, ce qui se passe en fait, c'est que si on regarde en fait les conséquences de ça au niveau local, parce que j'essaye d'opposer les dynamiques de globalisation avec les dynamiques, on va dire, territoriales et puis de communautés régionales, en fait, d'identité nationale, mais on va dire plutôt communauté plutôt qu'identité, je préfère le terme. Euh, le, il y a une sorte, en fait, il y a une sorte d'effacement, en fait, de toutes les aspérités pour aller vers des logiques, comment est-ce qu'on pourrait dire, des logiques qui sont un petit peu mondialisées. Et ça, en fait, ça fait déjà un certain temps qu'on le voit. Et l'un des grands risques de l'intelligence artificielle, c'est une accélération dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Euh, Si on remonte il y a 20 ans ou il y a 30 ans, en fait, avant l'arrivée des grandes plateformes, euh, la force numéro un, c'était la force économique. Donc, ça voulait dire que c'était au service du capital, mais au service d'un capitalisme national, on va dire. L'acteur numéro un, au niveau, par exemple, de la diffusion culturelle en France, c'était TF1. C'était TF1, c'était Canal+, c'était des gros acteurs capitalistes, mais c'était des acteurs locaux qui sont soumis, en fait, à la fois aux modalités de régulation, même s'ils essayent de les contrôler et puis de s'en échapper, mais aussi aux codes culturels présents sur le territoire. Là, depuis une dizaine d'années, donc on est dans les activités de transformation numérique. Les acteurs dominants au niveau culturel, c'est plus les TF1, les Radio-Canada, TVA, puisque moi j'habite au Canada. Euh, c'est plus ces acteurs-là. Les acteurs primordiaux, ça va être Netflix, par exemple, dans le domaine de l'audiovisuel. Ça va être Spotify, d'une certaine façon, en fait, qui dans le domaine de la musique. Et donc, c'est ces acteurs-là, en fait, qui donnent le là sur les préférences, sur les choix, à la fois au niveau de la diffusion, mais aussi au niveau de la production, parce que ces acteurs-là sont des producteurs ou sont des intermédiaires, en fait, qui vont faire des choix, qui vont faire des tris, qui vont être connus par les réalisateurs, par toute la chaîne industrielle, et qui va orienter, en fait, la direction, la vision, en fait, culturelle dans son ensemble. Ça, ça veut dire en fait que quand on regarde Netflix, ben indirectement, on est soumis au code de la vision mondialisée de Netflix, euh, c'est-à-dire une vision plutôt états-unienne du monde, de l'évolution, des débats, une vision en fait de ce qui est intéressant, ce qui l'est moins, de ce qui est acceptable De et ce la qui Terre l'est. plate. Exactement.
Donc, il y a cette dynamique-là, en fait, qui est présente. Alors, ça va être beaucoup les États-Unis. Euh, Ça va être un petit peu Stockholm quand il s'agit de Spotify, mais avec cette espèce d'aspérité. Et ça a des conséquences, en fait, très, très concrètes. Si je prends, par exemple, le cas de la musique québécoise, puisque j'habite au Québec, et puis je m'intéresse, en fait, à ces dynamiques-là. Euh, Si vous cherchez en fait les premiers acteurs québécois qui sont présents en fait dans le top 100 des écoutes, c'est des chiffres qui sont sortis cette année, hein. Ils ne sont pas dans le top 100, ils sont dans le top 1000 en 800e position. Il est plus populaire donc déjà musique populaire, je dirais, hein. Ouais. Oui, oui, bah c'est ça. Et en fait, comment dire, ces acteurs-là sont pas des acteurs on va dire, par design, sont pas intéressants en fait pour des acteurs mondiaux. Parce qu'un acteur mondial comme Spotify, et puis je dis Spotify parce que c'est les leaders du marché, mais ce serait la même chose pour Apple Music, pour Amazon Music, etc., etc. En fait, peu importe, ils comprennent pas en fait les spécificités locales. Ils vont avoir un rapport en fait informatisé, en fait un rapport de données par rapport à ces éléments culturels là. Ça veut dire en fait qu'on passe d'un univers où à la base, c'était des gens qui se parlaient, c'était des pressions. C'est pas toujours, il faut pas idéaliser les choses, hein. C'est parfois, en fait, c'est je te donne tel service, tu me donnes tel service en échange, et puis comme ça, on est tous les deux gagnants au bénéfice des autres qui qui suivront pas. Donc ça, en fait, ça existait. Là, aujourd'hui, l'acteur, en fait, qui va faire les choix n'est plus autour de la table. Et puis, les acteurs industriels locaux euh, se battent pour pouvoir même avoir le numéro de téléphone de la personne à joindre qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'interlocuteur en fait à qui parler. Quand on veut Est-ce parler avec que, Google, on parle est-ce que, avec personne. ouais, c'est clair. Mais est-ce que ça va pas avoir un contre-effet qui sera justement de se dire à un moment, il y a de nouveau de la musique alternative, parce que de toute façon, la musique globish, on va dire, va être de plus en plus une musique de supermarché. Ah, c'est difficile en fait à dire parce que non seulement il y a en fait, bon, d'abord, j'ai pas de boule de cristal. On peut formuler des hypothèses, mais souvent la réalité prend des formes en fait qui sont Non, non attendues. ouais. Euh, ceci, Heureusement. ouais, Heureusement heureusement, ou ouais. malheureusement, selon les cas. Ouais. Ceci dit, c'est parce que au-delà en fait du prescripteur, du rôle de prescription qu'il y a, il y a vraiment la construction d'un nouveau type de modèle d'affaires. C'est-à-dire qu'on est passé d'une logique de stock, par exemple dans la musique, à une logique de flux. Mais c'est pareil en fait, c'est pour tous les biens culturels, hein. Euh, Grosso modo, en fait, je prends un abonnement et puis ensuite, après, moi, de mon côté, je paye un certain montant par mois. Puis les artistes, eux, vont toucher une rétribution à l'écoute pour prendre des ordres de grandeur sur Spotify. Faire 1 million d'écoutes, donc quand on est au Québec, 1 million d'écoutes, c'est pas forcément facile sur une population de 10 millions de personnes à peu près. Euh, donc 1 million d'écoutes, ça va générer entre 5 000 et 10 000 $ à répartir sur les acteurs, en fait, sur le reste des acteurs de la chaîne. Donc ça veut dire qu'un artiste va toucher là-dessus entre 500 et 2 000 $. Euh, à part que pour générer un revenu, ça veut dire qu'il faut faire, donc il faudrait faire dans les 50 millions d'écoutes par année, ce qui est, je veux dire, complètement irréaliste pour un acteur local. Ensuite, après, pour un acteur international, pour Beyoncé, ça pose pas de problème. Pour les fonds de catalogue, pour des musiques qui ont été écrites il y a 40 ans, qui sont des standards, on prend les Pink Floyd, des milliards d'écoutes en fait. Donc là non plus, il n'y a plus de problème, mais ça continue à générer en fait comme c'est payé en flux, il continue à récupérer en fait de l'argent, beaucoup d'argent en fait, même si c'est pas nouveau. Même si en fait les artistes en fait vivent sur leur répertoire passé au détriment de la nouveauté. Donc ça nécessite en fait
de penser en fait un nouveau rapport entre le local et puis le global. Ça nécessite aussi de penser à comment est-ce qu'on veut faire pour organiser, alors au choix, comment est-ce qu'on veut faire pour organiser le marché, on pourrait dire, ou en tout cas la vitalité culturelle dans dans un espace donné, comme le Québec, comme la France, qui sont au vu en fait de la vision mondialisée des marchés secondaires, en fait, pas beaucoup d'intérêt en tant que tel, puisque c'est pas qu'ils sont pas intéressants, ils sont intéressants financièrement, ils ramènent de l'argent, mais c'est juste que l'acteur mondialisé, il n'a pas intérêt, en fait, économiquement parlant, à faire un grand pas pour se rapprocher, puisque de toute façon, les contenus qu'ils proposent vont être consommés. Donc, pourquoi pourquoi aller employer des dizaines de personnes en fait pour sillonner le territoire, pour comprendre un petit peu les logiques, les artistes émergents, etc. Alors que finalement, sur cette espèce de gloubabou- glouba-boulga de marché qu'ils ont mis en place, qui n'est pas un vrai marché, là, qui est un peu truqué, mais qui est comme une grosse plateforme sur laquelle il se passe plein de choses, ben, il va y avoir des acteurs qui sont locaux ou pas, qui vont émerger, et puis ça va faire l'affaire. Euh, et finalement, en fait, derrière ça, il y a une idéologie du tout se vaut. Et je terminerai peut-être, en fait, mon intervention en disant que derrière ça, euh, il y a quelque chose en fait qui est fondamental et puis qui est quelque chose sur lequel je travaille depuis plusieurs années, qui est une dynamique en fait de désintermédiation, ce que j'appelle la désintermédiation naïve. Euh, C'est-à-dire en fait que ces dynamiques mondialisées, ces dynamiques en fait de grands acteurs internationaux ont tendance en fait à éliminer les acteurs intermédiaires. Tous les acteurs intermédiaires qui sont perçus comme un peu des profiteurs, on va dire des sources d'inefficacité, d'accord, puisque finalement, on est capable de bien fonctionner si on met directement en lien les consommateurs avec les producteurs et puis tous les autres intermédiaires, en fait, on peut comme les bypasser. C'est ce que fait Uber, hein, c'est le principe de l'ubérisation, mais c'est le principe d'ubérisation généralisée. À part que ça relève d'une double erreur. D'abord, croire que ces acteurs-là sont inutiles. Ils font un travail invisible, ils font un travail qui est souvent ingrat, mais ils font un travail qui est essentiel quand on connaît en fait les secteurs. Euh, Ils construisent en fait les conditions de l'écosystème, les conditions, si on est au niveau économique du marché, ou en tout cas les conditions de la vitalité culturelle, si on reste dans le domaine de la culture. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, de désintermédiation, il n'y en a pas. Et c'est pour ça que je la qualifie de naïve. Ce n'est pas une désintermédiation. C'est on remplace un intermédiaire par un autre intermédiaire. On remplace un intermédiaire local par un intermédiaire qui va être mondialisé et qui, contrairement à l'intermédiaire local, on n'a pas de pouvoir de pression sur lui. On ne peut pas lui demander en fait de mettre en place telle et telle condition parce que politiquement parce que culturellement, c'est ce qu'on a choisi de faire dans notre vision. Et ça, en fait, on perd en fait ce contrôle. Donc la désintermédiation naïve, en fait, elle correspond dans les faits à une réintermédiation sauvage. On est dans du Far West pur et dur là. Euh, donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est à la fois de réfléchir ces éléments-là, les comprendre, parce que c'est souvent des phénomènes qui sont invisibilisés, qui sont minimisés pour des raisons idéologiques, qui sont souvent en fait perçus juste à travers l'aspect très très positif de la chose. Et dans un deuxième temps, en fait, d'essayer de construire un projet qui vise à permettre des alternatives, à permettre des alternatives. C'est ce que j'appelle la réintermédiation par le design, Parce où que c'est ce que vous avez sur le canapé. Ouais, bah, en fait, moi, je suis prof en design. D'accord. Donc,
essayer en fait d'adopter une posture de designer, en fait, de comprendre un petit peu tout ce qui se passe. Donc ça, c'est l'enquête. Pour construire, en fait, pour construire, mais pas construire des Pour produits, transformer. et pour transformer, y compris aller jusqu'au design de politique publique quand c'est nécessaire. J'ai une question parce que en me disant que c'est peut-être voilà, pas à la hauteur, mais je trouve on thématise dans ces échanges peut-être pas assez tous ces intermédiaires administratifs et économiques qui, à travers des codes, des sécurisations d'une sécurité on n'a pas demandé, se nourrit de ce système global voilà, qui renforce des coûts, qui avec très peu démarches quand même gagnent énormément et qui font aussi qui nous obligent avant d'écouter en musique, chanson, etc., de traverser un travail énorme qui, je trouve, mange un temps de vie et qui en même temps aussi fait qu'on donne en permanence des informations à un système où on ne sait pas où cette information va circuler, etc. Et tout cette à part de cette intermédiaire global, il y a aussi cette, je dirais, intermédiaire parasite qui fait, mais qui aussi est pas si invisible, mais complètement accepté et qui fait qu'on est souvent presque dans un burn-out digital. Avant, on a vraiment l'accès à la chose en soi. Par exemple la musique ou j'espère d'autres prestations digitales, culturelles ou je sais pas, dans tous les domaines. En 30 secondes. Est-ce que ça c'est une thématique? Bah, oui, c'est-à-dire que j'ai écrit il y a quelques années avec un collègue un article, j'ai plus le titre exact, mais qui revenait à dire qu'en fait, on était tous, on rentrait tous dans l'aspirateur en fait de ces grandes plateformes en fait qui apprennent énormément sur nous et on croit en fait, on croit être sur un marché des biens culturels, alors qu'en fait on est sur un marché de la donnée qui vise en fait à comprendre des dynamiques et à alimenter ensuite l'intelligence artificielle. Et là aussi, il y a énormément de choses, mais le temps ne me permet pas de développer. Grand merci. Merci beaucoup. Voilà. On donne la parole aux collègues qui peuvent peut-être In English aussi... or in French? Mark? Yes, sorry, I'm sorry. We are sorry for the late time. Yeah, for the late time, and I hope you could understand a little bit. I cannot hear French, but I can read a little bit, but not quite as quickly as you speak. Okay. So I've been holding on for dear life. Oh, wow. Okay. So sorry for that also. Now the floor is yours to speak about your work and the relation to the question of 25 years of globalization and what has that an impact on artificial intelligence topics. Or digital world. Yeah. Oh, okay, let me put something on the screen so I won't be too boring. Let's go with that. And this. We see. So perfect. Do you see my slides now? Yes. Perfect. Hooray. Yeah. I'm a toolsmith. I build tools mostly for visualizing and analyzing notes for the use of professors and writers, people like that who take notes, students, of course. I should say that I really don't know anything
that everyone doesn't know about globalization. And I don't really think digital transformation is a thing. So I'm mostly going to be talking about artificial intelligence. Now, this is the sort of thing that I do. It's a view that's trying to get lots of notes into a screen that's small. And it has to be small because we just don't have enough pixels in our eye. I also want, for research reasons, for this to be open to non-Euclidean hyperbolic geometries. But aside from that, you can see how this sort of a view can get lots of things onto the screen at one time. Now, the problem of actually doing this in hyperbolic geometry has been solved, just not in any sense of computer interfaces. For example, Antoni Gaudi, for mystic reasons of his own, wanted to experiment with hyperbolic roof lines. But if you're building a practical roof in the Mediterranean coast, you've got to deal with the rain. And of course, tiling a hyperbola with flat roof tiles is a recipe for frustration. So he worked out this interesting system of roofing with broken tiles, which happened to be very inexpensive since they were waste byproducts of an industrial product. The underlying mathematics was worked out by Georgy Voronoi at the start of the 20th century in Russia. The good algorithms were worked out into the 1980s. So all of this was lying around, but not applied to computer interfaces. This is more than a century old. It's doing something that we want to do with computer interfaces, and it's got a lot of information in it. But this sort of thing just is never considered when we talk about software design. Now, this is my globalization slide. We have, after all, key image in the intellectual history of modern globalization and its opposition is, of course, the globe as seen from the moon. It's one thing to know that one could stand outside the planet. People have been thinking about that since about the 5th century BCE, but it's another thing to actually do it. See ourselves as others see us is for us a necessary aspiration. As we know from Gödel's incompleteness theorem, we know now that we have a bicameral mind or a multicameral mind, and that mind cannot know, mathematically cannot know, what the other part is about to do. It's not just that it doesn't know. In the general case, that knowledge is impossible. This is the founding conundrum of computation. This is the important thing about the digital computer, not all the nonsense you hear about ones and zeros. In practice, it turns out we are particularly bad at understanding ourselves, but we can't possibly be very good at it because in the general case, it can't be done. I'm very interested for both personal and career reasons in text, and text is actually remarkably interesting. Writing begins in the city of Uruk. We actually know just about when. We've got it pinned down to about a few square kilometers. And it begins because it's really hard to do accounting in your head, especially when you have to start dealing with big numbers. And once you have states and taxes, you end up with big numbers. Again, meeting ourselves or our contractual counterparty helps us reason about what we're trying to think about. Writing it down helps a lot. But I want to skip forward to a meeting that might have triggered the Enlightenment.
when an important influential philosopher kicked off a prolonged inquiry into the natural rights of men and women. That intellectual was an American named Kandiaronk, the Secretary of State or Speaker of the Wendat tribe, who at that time were living north of the Great Lakes. He was an orator and a traveler. There's a chance he spent some time in the court of Louis XIV. He says he did, and we know more about him than we know about Heraclitus. For some reason, we believe in Heraclitus. Kandiaronk was fascinated by Europeans and astounded by their odd and backward ways. And one of his principal surprises was that Europeans, nearly every European he saw, was constantly taking orders from other people. The societies of the Eastern Woodlands didn't do that. Their ancestors had taken plenty of orders as part of a Mississippian society centered on Cahokia near St. Louis, Missouri. This is Mound A of Etowah in Etowah, Georgia, which is about 800 kilometers from downtown Cahokia. Those fellows knew how to project power and give orders. But by 1400, Cahokia was gone, and many of its successor societies seem to have been specifically constructed in order to resist becoming states. And something similar seems to have happened in the southwest of North America at the end of Chaco and Mimbres with the coming of the Kachinas. Kandiaronk's impact on the world was multiplied because his people were the first new neighbors that Europe had been able to understand at all for quite some time. At this point, Europe thought it knew what Persian and Arabic had to say. It didn't, but it thought it did. And it was still utterly confused by East and South Asia. Another part of Mississippian society, which was immensely influential on Europe, was this idea that the right way to live was to get everyone together with ideally tobacco and something to drink, and to discuss things thoroughly in the community. This has immense repercussions, and of course, it's just about this time, whether it's Kandiaronk or someone else, that we start having coffee houses all over Europe. And in particular, amongst the emancipated and assimilated Jews who had been driven away from village life and who, for a time, the 19th and early 20th century, flocked to Vienna and other great cities in Middle Europe. It was in Vienna that the foundations of computing were discovered by Gödel, von Neumann, and Carnap, a group of mathematically inclined philosophers who were, of course, part of Red Vienna. I don't think I need to tell you about Red Vienna and Otto Neurath, but the central point behind Gödel and the rest was to imagine hypothetical machines that could carry out formal mathematical manipulations. It never occurred to them that anyone would actually want to build one of these contraptions. They were constructs for reasoning, and it was interesting to reason about what these machines might do, because no one would for a moment believe that there was a God in the sky who whispered to the machines. From that imagined encounter with a reasoning machine, which was not controlled by a divinity, comes the foundation of computing. But the socialists lost the election in 1934, and everything came to an end right quick. But that handful of years did establish that you could do logic without God, and that people, like any machine, can only do so much. We may be noble in reason, but there are things that are true that we can't prove. Artificial intelligence is interesting
because it's artificial. Now, today we have large language models, a new thing, though every word they speak is taken in some sense from ourselves, from our statistics. It is once more, though, an opportunity to hear something new. Doug Engelbart in the 60s talked about building systems that augment human intelligence. That was very 1960s, but more generally, how might machines make us better? Not, I think, by beating us at chess, probably not by preaching, and probably not by doing our work for us, though it sure might be nice if our slaves of steel could do the laundry. What we chiefly need, I think, is to see ourselves more clearly, to know what the hell we're thinking. And so in AI, we meet a new voice, and it's an interesting voice to listen to. But it's the oldest trick of modernism because that new voice is just ourselves slant and refracted. Now, following the rest of this session, there is abundant opportunity in this space for tricksiness here. And we have every reason to mistrust the charlatans. We also need to mistrust ourselves. From Eliza on down, it's really easy to look at AI and imagine it's something that it isn't. That, by the way, it was Dr. Frankenstein's problem. There will be plenty of ways to fool ourselves, but the interesting thing isn't the champagne or even the girl. The interesting thing is the reflection, which I remind you is also slant. And so we return to our notes and to the more conventional tinderbox interface. Facts and ideas and the relations among them. 5,000 years since that clever fellow at Uruk discovered writing in clay as a protection against accounting fraud. We've been writing our thoughts down so we could look at them. We've been writing ourselves so we could see ourselves. So that's what I think is possibly interesting about artificial intelligence. Yeah, there's piles of money and we've got to do something about that. But ultimately, piles of money are a problem we've dealt with before. Recent political developments over which the memory of the 1930s looms suggests that what we see in this new mirror isn't going to flatter us much. Still, it's an opportunity to know ourselves, and perhaps somehow something of importance can still be accomplished. So I can get off that. Thank you very much. Thank you. Very, very interesting, and how you said undecidable or unpredictable interconnections, and I think this is really a very interesting thought. And we worked a lot with a colleague who worked on the technology of improvisation. So where I see a link to the hypothetical machines and this, so the question of improvisation and notation. So because behind artificial intelligence, we still have a text. Even if it's number-based text, it's still a text. And I'm curious about the poetics of this text. Is this something which is a topic for you in this logic, or not at all? Yeah, I'm very interested in the poetics of electronic text. It's most of what I have actually done, if I've accomplished anything. But
specifically the sort of text that AI is generating now or seems likely to generate in the near future is less interesting than lots of other things in the electronic text space because large language models can't deal with large-scale structure very well. They have a lot of trouble thinking about large-scale structure and planning, and so you can get over that with various band-aids by essentially applying a formula, but then you're just setting it to writing sonnets. And that's great fun until you have read all the sonnets you can stand to read. And so there is ample space here, but I would look instead to things like the Twine community or the stuff the Story Space community did in the 90s for larger scale textual structures. I think larger scale textual structures are very interesting. Interesting. We have another link, and you mentioned Otto Neurath, which is for us a very important reference. That would interest me to maybe again, and this would be the last sentence, because Otto Neurath was for us also somebody who tried to work on the intelligibility of complex data. And I guess that this is also a question on which you are working. Could you tell us some things about that? Well, we need to think about visualization seriously. We have tended to treat for the last 20 years or so the problem of software design as being solely the province of optimizing the output of office workers, and computer scientists tend to misunderstand what office workers actually do, and novices, meaning first-time buyers. So we build systems that demo well, and we build systems that are unpleasant to use, but which we can force salaried employers to use to conform to what we think we want them to do. Neither of these are particularly good uses of computers, and computers aren't particularly good at doing that sort of thing. But we do have a century of fascinating experiments with the visual plane, trying to get lots of information in the visual plane. Okay, I reached for Elazinski because it's obvious. Kandinsky is probably a more useful thing. I'm pretty sure that if you take the ideas of Jackson Pollock and use that as a display, you can get a lot of mileage out of it. There certainly are a lot of pixels in the splash paintings. And if you look at them carefully, they are not meaningless. But I'm not sure I can convince either my colleagues or my customers to look at Pollock or Pollock-like things that long or with that much attention. I take the Pollock idea, and in questioning, we just need a possibility to decode what we are seeing and reading, and then and that's maybe the key point to understand what we are in front of. And I take what you have said about the virus to bring us to the next panel. And we're thanking you very much. Thank you. Very interesting. Really heterogeneous approaches to the question of artificial intelligence and the digital programmation. So thank you very much to Marc Guillaume and Marie-Josée. Thank you, and happy to correspond. Yeah, thank you so much.